Bienvenue dans le 56cast numéro 116. Aujourd'hui, on va parler de robots, on va parler d'intelligence artificielle, d'interaction entre les humains et les machines avec notre invitée Laurence Devillé. Bienvenue. Merci. Merci de cette invitation. Je suis ravie d'être là. Et on est ravis que vous soyez là. Et Erwan est aussi ravi de parler d'intelligence artificielle parce qu'on n'en a jamais assez. On va juste commencer par faire un petit topo sur le chiffre du jour, même s'il n'y a pas grand-chose à dire. 116, franchement, j'ai cherché, il n'y a rien de transcendant. Au niveau des éléments chimiques, c'est le livermorium, un transactinide, voilà. Un transactinide. Oui, voilà. Transactinide, oui. Très instable et très radioactif. Il a été synthétisé pour la première fois en 2000 en Russie. 116 chez les Pokémon, j'ai regardé, j'étais vraiment désespérée, je suis désolée. C'est hippotrampe, hein, c'est une sorte de petit hippocampe. 116, qu'est-ce que ça m'a évoqué d'autre? C'est l'adresse. J'ai ta liste de travail, ça va pas le faire. Hein, ça va pas le faire. C'est l'adresse de la maison de la radio à Paris, hein, voilà, avenue du président Kennedy. En maths, non parce que la dernière fois on s'est marré sur les nombres chanceux, en maths 116 c'est un anti-co-indicateur. Qu'est-ce que c'est? Je vous le lis, je vous l'expliquerai pas. C'est un entier strictement positif qui ne peut pas être exprimé comme la différence entre un entier m supérieur à 0 et le nombre des entiers compris entre 1 et m et premier avec m. Démerdez-vous. Voilà. Anti-quoi 116, le truc qui m'a le plus fait marrer quand même, c'est que c'est le vrai nombre d'années que dure la guerre de 100 ans. Ouais. Donc c'est la guerre de 116 ans. Vous savez, elle a opposé la dynastie des Valois au roi d'Angleterre pour la possession du royaume de France. Non, en fait, les dates, c'est 1337, 1453, donc 116 ans. Sinon, la ligne 116... T'étais désespéré quand même. Dans les chemins de fer slovaques, c'est la ligne qui relie Kuti à Trnava, à hauteur de... Voilà. Voilà, désolée. Je suis vraiment désolée, je n'en ferai plus. Pour 117, je vais trouver un truc. Allez, quartier libre. Dans le quartier libre, on reçoit donc aujourd'hui Laurence Devillé, que vous êtes professeure à Paris 4 Sorbonne en informatique appliquée aux sciences sociales. Et en fait, vous êtes spécialiste des interactions homme-machine, des robots sociaux, des émotions chez les robots. Ou alors, vous le direz mieux que moi, quels sont vos sujets de recherche actuels ? Alors en fait, je travaille sur l'interaction humain-machine dans un laboratoire du CNRS et donc j'enseigne effectivement l'intelligence artificielle à Paris-Sorbonne et je travaille sur ce qu'on appelle l'affective computing, c'est-à-dire essayer de mettre des émotions dans ces interactions avec les machines de plusieurs manières. C'est 3 technologies en fait. C'est le fait de pouvoir détecter les émotions chez les humains, dans les interactions avec les humains. C'est le fait de pouvoir raisonner et peut-être améliorer le système de dialogue en fonction de ce qu'on a compris des émotions de l'humain. Et puis c'est aussi générer finalement une expressivité émotionnelle qui est une simulation d'émotions et en aucune manière l'objet, robot, a des émotions. Oui, c'est le grand fantasme de la conscience et voilà. Tout ça. Donc du coup, s'il n'y a pas de réalité de ces émotions, on suggère les émotions, on les interprète et on les fait, on les passe comme une interface en fait. C'est quoi l'objectif? Pourquoi c'est important que des robots, que des choses artificielles transmettent des émotions? Bon, vous avez raison, c'est la question principale qu'il faut se poser. Faire des machines qui peuvent réagir de façon à simuler des émotions, c'est utile dans le cadre d'accompagnement, par exemple, pour des personnes qui seraient très âgées, pour des personnes qui sont handicapées, on l'a vu dans l'autisme, par exemple, c'est utile aussi. Donc, c'est une façon, en fait, d'être avec une machine dans une interaction naturelle. Et c'est pour ça qu'on peut le voir aussi comme un intérêt, peut-être à réguler, à vérifier sur l'utilisation en tout cas de ces objets émotionnels. C'est intéressant pour mieux communiquer avec une machine. Si vous voulez, moi j'ai beaucoup travaillé sur des systèmes de dialogue, par exemple pour répondre sur des billets de train. En 94, je faisais ça avec la SNCF. Et les gens appelaient en disant « Mais elle ne marche pas cette machine !» Et la machine disait « Je n'ai pas compris !» Donc à partir de là, on se rendait bien compte qu'il était essentiel, si on voulait vraiment comprendre les intentions de la personne, de mettre en œuvre ce système. Mais, malgré ce que je viens de dire, on ne comprend pas. La machine ne comprend rien. Elle ne fait que simuler, elle ne fait que reproduire ce qu'on a créé dans la machine. Donc, à l'heure actuelle, on est sur ce secteur de l'intelligence artificielle qui utilise des algorithmes très performants,
que théoriquement on ne sait pas démontrer la performance et expliquer exactement ce qui se passe. Et on le fait avec 50% d'intelligence liée à l'algorithme et 50% liée aux données qu'on manipule, sur lesquelles il peut y avoir des biais, etc. Il faut beaucoup travailler donc sur cet aspect à la fois de données et d'analyse d'un point de vue éthique, pour que ça soit loyal et transparent. Et puis qu'en même temps, cet objet qu'on essaie de construire avec ces données soit explicable, quelque part. S'il décide de quelque chose pour nous, que ce soit pour détecter un objet, détecter quelqu'un ou une maladie, on aimerait bien savoir comment il l'a fait, ou au moins avoir des prémices d'interprétation, parce que la machine ne comprend pas ce qu'elle fait, n'est pas capable d'expliciter pour l'instant, et ce sont des travaux de recherche importants. Il ne faut pas donc confondre. Et je crois qu'il y a dans l'IA en ce moment, il y a une énorme confusion qui met en avant la nécessité l'urgence d'un chantier sur l'éducation et la formation, l'éclaircissement, la démystification de ces objets autour de nous. Vous avez abordé à peu près tous les sujets qu'on va aborder dans l'émission en une seule intervention, mais on va aller dans le détail. Vas-y. Si je reviens, quand vous disiez que c'est important qu'un robot puisse avoir une relation, enfin simuler une relation sociale avec un humain, par exemple pour accompagner des personnes dépendantes, des personnes seules ou âgées chez elles. Moi, ce que je vois d'aujourd'hui, c'est plutôt qu'on en est à des chatbots de services après-vente qui n'arrivent toujours pas à comprendre ce qu'on leur dit en langage naturel. Alors que chez les personnes, le robot chez les personnes, moi j'imagine plutôt un peu comme dans les films de science-fiction, une sorte de petit androïde qui parlerait, qui ferait le café, qui apporterait des choses. Donc il y a un gouffre de combien encore un siècle entre les deux, non? Alors, vous avez raison si l'objectif c'est celui-là, c'est-à-dire de remplacer quelqu'un, mais l'objectif n'est pas forcément celui-là. Et je pense que c'est là où on se trompe. C'est-à-dire qu'il y a urgence à faire des outils d'assistance pour les personnes âgées qui seraient robotisés, mais il n'y a absolument pas urgence de simuler un humain. Donc pour moi, on a à trouver les bonnes manières d'utiliser ces objets, non pas comme une identification, personnification d'un robot, mais plutôt quelles fonctions ils vont apporter d'entraide et de stimulation. Toutes ces maladies dégénératives, que ce soit Alzheimer, les maladies sur l'aphasie, nécessitent un renforcement des connaissances et des entraînements, un peu comme de la gymnastique. On vous dit maintenant, l'hygiène de vie, c'est de faire de la gymnastique. L'hygiène pour bien vieillir, c'est de faire la gymnastique cognitive. Et c'est de le répéter souvent. Or, on ne peut pas avoir autant d'humains qui vous aident à répéter tout ça. Donc, ces machines doivent être sous contrôle des humains et utilisées pour ça. Et là, on peut déjà le faire. On est sur un truc très spécialisé. Voilà, on n'est pas sur un Android généraliste. Non, voilà. Absolument pas, qui n'existera pas avant des années-lumière, comme vous l'avez dit. Mais quand même en faisant ça, à ce niveau-là, avec une intelligence artificielle spécifique, faible, il y a quand même à réguler. Ce que vous appelez une intelligence artificielle faible, c'est qui remplit une fonction bien spécifique. Voilà, on fait de la traduction, on fait de la reconnaissance de visage, on fait de la reconnaissance de la parole, la reconnaissance des émotions, etc. Pour revenir quand même sur la reconnaissance des émotions, ce qui est mon domaine de recherche, il y a une surenchère. C'est pas du tout les capacités actuelles de l'état de l'art, ce qu'on entend partout. C'est plutôt lié à la science-fiction, ou alors on survend parce qu'on est industriel et on veut vendre les objets. Mais actuellement, on est très loin de la compréhension des émotions. D'ailleurs, les gens entre eux se comprennent pas forcément très bien. Cette perception est extrêmement subjective. Donc on va comprendre les grandes lignes. Si je fais « je suis très en colère », là, peut-être que la machine va le comprendre. Mais si je dis en même temps une colère qui est mélangée à finalement un amusement, parce que je joue la colère, la machine ne saura pas du tout où on en est. Et la société... La machine, elle sait reconnaître quoi Alors, dans les grandes lignes, 6 émotions primaires, très peu sur les émotions mélangées et liées à la culture et liées à l'interaction dans la société. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que ces objets, ils arrivent dans notre quotidien. Or, pour l'instant, on en est à comprendre des grandes lignes. Mais c'est intéressant quand même. C'est-à-dire que si on sait déceler le stress, si on sait déceler, si vous voulez, une certaine anxiété, c'est important. On va pouvoir aider des gens qui sont tout seuls, peut-être. Voilà. Donc, il ne faut pas négliger. De chaque partie scientifique, il y a toujours un côté positif, un côté négatif. Et c'est à nous de réguler et de trouver le bon milieu. Pour l'instant, vous travaillez sur la détection des émotions. Sur quelle base? Est-ce que c'est des enregistrements audio ou est-ce que c'est des images? Ce sont des images? Ce sont des vidéos
Moi, j'ai principalement travaillé sur de l'audio. D'accord. Mais j'ai aussi fait quelques recherches avec des étudiants sur la partie visuelle. Comme j'avais cet objectif d'être plutôt sur un usage, parce que, voilà, travailler comme ça dans mon laboratoire sur des données artificielles, bon, il y a un tel gap entre les performances de laboratoire sur les mêmes données bien enregistrées en plan américain d'une personne avec un visage parfait et la réalité où le visage il est pas dans la bonne lumière, il est caché à moitié, la personne a mis ses lunettes, a un voile, je ne sais pas. Voilà, on est dans une difficulté extrême dès lors que ces objets sortent du laboratoire et sont dans le milieu où la personne va vivre. Et c'est ça qu'on voudrait faire. C'est des objets pour aider les gens chez eux, isolés, quand ils sont âgés. Et donc, il faut aller sur la fonction et simplifier peut-être ce qu'on veut faire, et ensuite arriver à quelque chose de plus ambitieux peut-être. Mais l'ambition quand même, elle est mal placée pour moi. Voilà. On veut faire du disruptif à tout va, et je pense que dans cette société, il y a façon d'utiliser déjà la technologie que l'on connaît et faire des recherches avec un point de vue d'usage réel. Et ça, je ne l'entends pas assez. Moi, les projets disruptifs, je trouve ça formidable. Ça nous permet de collecter de l'argent. Et on n'en a pas, c'est sûr. Mais donc, il y a une vraie responsabilité de nos gouvernements à aller vers quelque chose d'utile pour la société. Donc, ces émotions dans les robots, j'en vois une utilité pour assister des personnes. Et je l'ai créé aussi dans mon laboratoire. Il y a une jeune femme qui fait une thèse sur l'humour machine, qui n'a rien à voir avec l'humour des humains. On confond, on a les mêmes mots. Donc c'est un humour étrange. C'est la machine capable de se dévaloriser. Oh, je suis tout petit, j'ai pas bien compris. Pour vous laisser le champ, pour être dans cette égalité dans l'interaction, suivant des rituels d'interaction, il ne faut pas mettre à défaut l'autre. Petite parenthèse sur l'humour, justement, ça doit être très très difficile d'apprendre l'humour à un robot. Enfin, à part lui apprendre des blagues préenregistrées. On le voit d'ailleurs sur Google Assistant ou sur Siri, où la première fonctionnalité de ces agents, de ces agents, finalement, la première utilisation la plus populaire, c'est faire des blagues. Enfin, je sais que le Google Home, quand il est arrivé, tout le monde cherchait toutes les blagues enregistrées, mais finalement, on est très 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 loin du champ de l'intelligence artificielle. Alors, non, parce que savoir quand on fait une blague, quand on déclenche la blague, à part demander quelle blague tu connais, qui me paraît d'une simplicité mortelle, ce qui va redonner ce qu'il a en mémoire, là où ça devient plus subtil, c'est lorsque vous déclenchez le fait de faire une blague ou de faire un trait d'humour sur la personne ou sur soi, ou sur le robot lui-même, dans une interaction. Ça veut dire que vous avez compris la situation, le contexte, et là, c'est du challenge. Et donc, on essaie de comprendre ça en se disant, par exemple, si je fais une stimulation cognitive avec un quiz musical, je fais écouter la musique aux personnes âgées. Ce que j'ai vu d'étonnant, c'est que ça ravive l'émotion, ça ravive de temps en temps l'envie de parler, et c'est ça qu'il faut aller chercher. Et la musique part du corps. On voit peut-être le pied qui bouge. Et puis, petit à petit, la personne dit « Ah, je sais pas. Je l'ai, mais je ne sais pas. » Et la machine en face, si elle est bienveillante et si on a mis cette espèce de tactique, de stratégie de bien interagir avec humour, elle peut dire « Ah, mais c'est pas grave, mais moi je suis trop petit, je connaissais pas à ce moment-là. » C'est de la dérision sur soi-même avant tout. Ou alors dire « Oh, ben c'est pas grave. » Et puis essayer de trouver une blague qui soit en rapport avec finalement quelque chose qui ne soit pas anxiogène, qui rassure la personne. Le rire a un effet effectif sur les gens. Ça permet de mieux apprendre, ça permet de déstresser et d'être en ouverture de son esprit. Et je pense qu'il faut aller vers des objets comme ça, tout en prévenant que c'est qu'un objet. Et quand on programme ces machines, on a le pouvoir de faire cette surveillance sur l'interaction qui est en train de se passer, et puis de donner à la machine la capacité de dire « je ne suis qu'un petit robot, et je suis un robot ». Sans intériorité, sans conscience, sans émotion réelle. Juste, sur les technologies actuelles d'intelligence artificielle, notamment l'apprentissage profond, le deep learning, etc., se basent sur des grands sets de données. Comment est-ce qu'on récolte, comment est-ce qu'on construit un set de données pour comprendre les émotions, pour comprendre comment ça se construit ce set de données, parce que ça doit être étiqueté, il doit y avoir, donc si vous travaillez sur le son, il doit y avoir des gens qui parlent, avec les émotions détectées par des humains, préparées par des humains, là c'est la peur, là c'est l'angoisse, là c'est le stress, je ne sais pas. Comment ça se prépare ce set de données ? C'est une très bonne question, parce que c'est l'essentiel, en fait, les données. Enfin, c'est essentiel, c'est fait beaucoup sur, finalement, la qualité du modèle qu'on met en œuvre. Il n'y en a jamais assez. Mais, de ce point de vue-là, si on en a peu, c'est déjà suffisant.
Donc, ce qu'il faut trouver, c'est le moyen de sélectionner des données intéressantes par rapport à l'objectif. Comme je m'intéressais, moi, aux données dans la vie réelle. Donc, j'ai été chercher des données émotionnelles qui pouvaient arriver dans la voix, dans des circonstances où effectivement on a des émotions fortes. Et donc j'ai eu à travailler sur des projets avec des centres d'appel de détresse, dont le SAMU. Et du coup, j'ai mes premières investigations sur les émotions ont été doubles, à la fois sur des centres où les gens appellent parce qu'il y a un problème, et donc on comprend bien que la tessiture de la voix est vraie. Et il y a une vraie problématique contextuelle. Donc c'était absolument pas pour créer des machines qui répondraient, c'était pour faire de l'analyse, de la compréhension de justement cet aspect naturel et cet aspect complexe où j'ai montré que les émotions pouvaient être mélangées, positives et négatives en même temps. Et donc il y a des travaux extrêmement excellents de Klaus Scherer, qui est un professeur à l'Université de Genève, qui est actuellement à la retraite, mais qui toute sa vie a travaillé sur des données réalistes. Et je pense qu'il faut aller vers ça le plus possible. Ensuite, j'ai travaillé aussi pour des centres d'appel, encore une fois. Ce qui est intéressant dans le centre d'appel pour la voix, c'est que tout passe par le canal téléphonique. Donc si vous voulez exprimer une émotion, forcément, vous l'avez. Du coup, dans des centres d'appel pour des clients insatisfaits. Donc pour différents grands groupes. Où là aussi, on n'a pas les mêmes émotions qui sont représentées. Et donc, je pouvais comparer les deux et montrer que, par exemple, la peur de perdre son argent, c'est pas la même chose que la peur pour sa vie. Et ces subtilités-là n'existent pas dans les systèmes actuels, qui sont très rudimentaires. Donc, même s'ils peuvent être intéressants à développer dans certains cadres, il faut faire attention à leur capacité. Et je trouve, moi, qu'il manque essentiellement à l'heure actuelle des évaluations de ces capacités. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi Google Home et Alexa Amazon chez moi, je les teste. Ils parlent entre eux, mais ils disent rien d'intéressant, ils n'apprennent rien de l'un de l'autre. Voilà, que savent-ils vraiment faire ? Quelle est leur mémoire ? Quelles sont leurs capacités ? Est-ce que ils ont 2 blagues comme ça en mémoire ou jusqu'où ça va ? Ces connaissances-là, on ne les a pas. C'est nécessaire d'éduquer les gens sur ces systèmes, mais d'ouvrir ces systèmes trop opaques. Vous avez parlé au début du deep learning, donc, qui m'a beaucoup intéressé à la CERNA, qui est un comité de réflexion sur l'éthique en recherche du numérique, mais qui a pour vocation d'essayer aussi d'élargir finalement le débat et d'essayer de positionner une réflexion pragmatique et utile et scientifique. Eh bien, on a fait un rapport qui est disponible sur Internet sur finalement l'éthique et le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage machine, dont le deep learning est un cas. Moi, j'ai utilisé des réseaux de neurones utilisant les mêmes concepts que le deep learning en 92 pour ma thèse. À l'époque, ça tournait pendant des mois pour faire un apprentissage. Maintenant, ça tourne en moins d'1 heure. Donc, cette capacité d'accélérer les calculs a été fondamentale sur l'arrivée d'une performance de ces technologies. On peut aussi, évidemment, gérer plus de données puisqu'on a plus de temps calcul et on arrive à des performances bien meilleures. C'est sûr. Mais déjà, à l'époque, c'était extrêmement innovant. Mais comme on était coincé par la capacité de calcul, on n'a pas été plus loin à l'époque, tout en disant qu'il y avait des fonctionnalités extrêmement utiles dans l'utilisation de ces réseaux de neurones, avec ce biais fondamental qui est que c'est opaque. C'est-à-dire que la connaissance, qui n'est pas une connaissance, compréhension sémantique comme on le comprend chez les humains, mais qui est plus de la corrélation de faits, est encodée dans des matrices de chiffres. Donc, opaque. Et donc par des neurones artificiels reliés entre eux, et on ne sait pas la fonction de tel ou tel, à quoi correspond les valeurs d'un neurone. Et puis c'est d'une simplicité terrible par rapport au fonctionnement d'un cerveau. Et justement dans ce principe de deep learning, et donc vous avez sélectionné pour votre base de données d'apprentissage des sons reliés à des émotions. Je pense que c'est un peu intuitivement ça doit correspondre à peu près à ça. Il y a le grand sujet qui est le sujet de 2017 dont tout le monde a parlé en 2017, c'est un sujet qui existait avant bien sûr, mais c'est le problème des biais dans ces données-là. Alors, parce que, en expliquant, c'est que les données d'apprentissage, si elles comportent des biais, genre des biais sexistes ou des biais racistes, ça c'est déjà vu, une fois entraîné, le réseau de neurones sera lui aussi sexiste et raciste d'une manière très logique. Quand on travaille sur les émotions,
ça peut être quel type de biais? Il faut faire attention à quoi? Vous avez parlé, je trouvais ça très intéressant, la peur de perdre son argent, la peur pour sa vie. Finalement, on est sur des choses qui sont complètement différentes. Tout à fait. En fait, pour l'instant, les systèmes ne sont pas assez ancrés dans un contexte. Donc, il ne faut pas s'attacher juste aux émotions. D'ailleurs, ce n'est pas les émotions des gens, c'est l'expressivité à travers la voix que le système est capable d'interpréter. Donc, c'est une image de ce qui se passe, qui peut être fausse d'ailleurs, parce qu'on peut cacher ses émotions et être très joyeux alors qu'on est dans une panique terrible. Une intelligence artificielle pourrait être amenée à... J'ai vu une interview de vous où vous disiez il y a des sons dans la voix finalement, des trémolos ou des vibrations qu'une intelligence artificielle pourrait être capable de détecter, mais pas l'humain en fait. Elle pourrait être capable de lire justement une fausse joie. Est-ce que ça pourrait être intéressant? Oui, en cela, c'est assez complexe. Parce que, effectivement, je dis toujours ça, en fait, l'oreille humaine, on a une bande passante où on n'entend pas les sons trop faibles et les sons trop hauts. Or, une machine peut les entendre. La machine peut regarder dans notre dos. On n'a pas d'yeux pour regarder dans notre dos. Donc les capacités de perception avec des capteurs partout vont donner à la machine le pouvoir d'agréger beaucoup plus de données que nous. Et d'autre part, elle peut en comparer énormément. C'est AlphaGo. AlphaGo, il développe des solutions sur 63 coups, sur un nombre... C'est l'intelligence artificielle qui joue au Go et qui a battu le champion. Voilà, de Google DeepMind, qui est pas magique. Moi, j'ai beaucoup discuté avec un jeune champion de Go, qui est d'origine chinoise, qui a travaillé avec eux pour faire des parties contre la machine et essayer d'améliorer, et surtout pour regarder les logs. Les logs, ce sont les traces. Ça, c'est essentiel dans toutes les machines qu'on est en train de faire, d'essayer de comprendre pourquoi la machine a joué ce coup et pourquoi l'humain ne le comprenait pas. Et donc, il a compris pourquoi la machine jouait comme ça, et maintenant, il m'a dit, je joue mieux. Oui. J'ai compris des coups, la machine a été utile. C'est cette complémentarité-là qu'il faut trouver. Bien sûr, bien sûr. Et en plus, quand je lui demandais, mais à combien vous développez pour essayer d'anticiper les coups dans ce jeu, il me disait 50. Et déjà, je trouvais ça incroyable d'avoir cette puissance d'anticipation et de prédiction. Et la machine va au-delà. D'accord ? Donc, cette complémentarité est extrêmement importante. Maintenant, dans beaucoup de sujets où la décision que prend la machine est fondamentale, il ne faut pas laisser les décisions aux machines. Il faut que ce soit une décision collatérale entre un humain qui est instruit de cette façon de procéder, parce que la machine a une façon en fait d'apprendre. Le deep learning, c'est une façon de voir les choses, c'est de chercher en fait, non pas à modéliser quelque chose. Quand on dit il apprend les chats par exemple, c'est faux. On va montrer un chat, un chien, et il va apprendre à discriminer entre les deux. C'est-à-dire qu'il va trouver les indices qui sont différents entre des chats et des chiens. Ensuite, quand vous mettez un petit chien et qui a des petites oreilles, je sais pas quoi, il va pouvoir le confondre avec un chat. Les biais sont là. Les biais, c'est si vous changez un petit peu, vous enlevez les pixels de l'œil, on dit toujours ça, eh bien, il ne va pas reconnaître forcément. Ça va en fait, la machine encode d'une façon très différente de l'humain, extrêmement différente, ce qui fait qu'il faut mieux comprendre comment elle fait pour être à même à l'utiliser au mieux en comprenant ses biais et en laissant la décision finale à l'humain. Alors, pas pour tout, quand il s'agit de trier vos photos sur votre iPhone, c'est pas très grave. Mais dans plein d'autres sujets, il faut comprendre que c'est important de réguler. À propos de régulation, sur les questions d'éthique, sur les questions de valeur morale, sur les données personnelles aussi, parce que les robots qui interagissent avec les humains enregistrent beaucoup de données sur ces humains. Il n'y a pas de régulation aujourd'hui, il n'y a pas de loi sur les robots. Il n'y a pas de loi, non, sur Amazon, les chatbots qui entrent dans notre quotidien, enregistrent nos données, les envoient aux États-Unis, les envoient à notre assureur, on ne sait pas. Est-ce que ça va venir? Est-ce que c'est en préparation? Alors, c'est effectivement en préparation avec une complexité aussi importante qui fait qu'il ne faut pas mettre des lois avant d'avoir réfléchi aux conséquences. Il ne faut pas que ce soit un frein. J'entends trop souvent ça. En France, on va nous dire, vous allez vous occuper de faire effectivement des lois éthiques. Mais il faut comprendre que si on n'a pas confiance dans ces systèmes, on ne les achètera pas, à moins d'être coincé. C'est-à-dire de ne pas pouvoir faire autrement. Et ça, le fait d'être dans une situation où on est coincé, on ne peut pas faire autrement, c'est une décision de société. Donc, il y a autre chose aussi qui est important à comprendre. Vous avez dit, il faut réguler sur l'intelligence artificielle et la robotique. Il faut réguler sur l'informatique. Tout ça est connecté au grand réseau. Les hackers vont arriver, la sécurité de vos données, où elles vont, comment c'est traçable, c'est extrêmement important.
Et donc la GDPR, qui est une nouvelle réglementation européenne sur les données, le fait qu'on peut avoir un certain oubli, qui n'est pas un vrai oubli, mais un déréférencement, le fait de laisser les données en Europe, qu'elles ne partent pas toutes aux États-Unis, c'est important. C'est important, mais ce n'est pas un frein. Je n'aime pas du tout entendre cette façon de voir les choses. C'est au contraire, il faut être agile là. Il faut se dire que c'est pas, on ne va pas réagir différemment. Il faut amener les autres à penser que c'est important et trouver les bons moyens de communiquer sur ces aspects éthiques qui vont être terriblement dommageables pour tout le monde. On va nous dire, pour votre bien-être, on vous met des capteurs partout. Alors, vous avez une puce parce que vous êtes diabétique, vous avez un téléphone qui communique avec votre puce, vous avez un robot compagnon majordome à la maison qui fait des choses, votre voiture est connectée avec votre frigo, vous ne pouvez pas conduire si vous avez pris un verre de champagne avant, vous ne pouvez pas... Voilà. Et à force de vous surveiller et de centraliser toutes ces informations quelque part sur le cloud, eh bien, dans les nuages, comme on dit, ça fait joli, ça fait rêver, mais c'est pas très... C'est plutôt un cauchemar. Si ces données sont quelque part toutes ensemble, qui êtes-vous? Vous êtes représenté par cette masse de choses sur toute votre personnalité, vos comportements avec les autres, votre physio, si vous avez votre montre connectée qui calcule vos pas, qui sait ce que vous mangez. Vous vous rendez compte à quel point ces choses connectées toutes ensemble vont nous espionner? Alors, il est urgent de dire, attention, et puis, votre assureur est au courant, il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de solidarité, si on sait tout de vos risques. Vous ne faites pas les actions que déjà on sait ce que vous allez faire. Est-ce cela demain? Non. Donc il y a urgence à réguler sur tous ces objets, et pas seulement sur l'informatique et la robotique, mais plutôt sur la robotique et l'intelligence artificielle, qui est un mot que tout le monde galvaude, mais sur tout. Juste on va malheureusement, il n'y a pas énormément de temps en plus, mais il y a un sujet comme ça qui est lié à cette interaction entre les machines et les humains que j'ai trouvé assez intéressant. J'étais tombé dessus. C'est la capacité qu'ont les humains intuitivement de faire confiance aux machines. J'ai trouvé le terme anglais qui est l'automation bias. C'est finalement les humains considèrent que les robots, les machines sont neutres, parce que ce sont des machines et ils font plus confiance à la décision venue d'une machine que des décisions humaines qu'ils vont suspecter d'être subjectives parce que c'est un humain en face. Est-ce que c'est... Je me suis posé cette question parce que si on commence en plus à donner l'impression que les machines ont des émotions et des sentiments, donc vont se rapprocher des humains, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. C'est-à-dire que si les humains intuitivement font confiance aux machines, idée que je trouve contre-intuitive mais qui semble se vérifier dans les faits, il va falloir quand même faire très très attention de quelles informations, comment est-ce qu'on parle, comment est-ce que cette interaction se met en place, parce que il y a aussi énormément de manipulations possibles au final. Si elle marche trop bien, peut-être qu'il y a la possibilité de manipuler les usagers en fait. Alors c'est fondamental, je travaille sur la manipulation, et une sorte de manipulation encore plus grave qui s'appelle le nudging en anglais, c'est-à-dire l'incitation. Donc c'est une manipulation avec tout choix ouvert. Donc je travaille avec des Américains, des Brésiliens, des Japonais sur ce sujet dans I3E, qui est une société savante, parce que c'est un objectif pour notre bien-être. On est capable de faire des choses qui vont au final être des cauchemars pour nous. Donc il y a ce grand écart, effectivement, entre des gens qui ont extrêmement peur parce qu'au premier degré, voilà, on rejette tout, et des gens qui sont au contraire très fashion victimes et qui vont être addicts ou complètement pris par les machines auxquelles ils font plus confiance. Ça, c'est un leurre. C'est pour ça que je dis le grand chantier, c'est l'éducation. Arrêtons de penser comme ça, et de façon naturelle, l'humain projette sur la machine des capacités humaines. On anthropomorphise, on parle à son chien, sa voiture, on lui parle. L'Elisa Effect. Monsieur Zijvenbode qui a créé Elisa, qui était ce système d'agent conversationnel qui simulait en fait un psychiatre rogérien, qui est quelqu'un qui reprend les termes de votre question pour vous répondre, était fantastique parce qu'effectivement, il avait tout compris. La machine répète. C'était en 1966, hein, c'était vraiment un chatbot. Mais l'intelligence artificielle, il y a un historique extrêmement brillant avec Turing, avec Minsky, qu'il faut connaître. Alors j'ai écrit ça dans le livre que j'ai produit sur des robots et des hommes pour dire, voilà, il y a une histoire formidable, il y a des mythes aussi, il y a de la science-fiction, tout ça, et il y a des gens scientifiques ou pas qui énoncent beaucoup de choses qui font peur dans les médias. Pour faire le tri, c'est compliqué.
essayons. Le livre, c'était un peu pour dire mythe, fantasme et la réalité. Qu'est-ce que c'est dans les labos? Qu'est-ce qu'on fait? Et pour le bien des gens, il y a énormément de choses quand même à utiliser dans ces systèmes. Donc ne ratons pas le coche. Et surtout, si l'éthique est là, c'est l'éthique by design, c'est un éthique qui va propulser l'économie plus loin. C'est pas un frein. Oui, bien sûr. Donc c'est contre-intuitif aussi, ça. Oui, ça aussi. On va s'arrêter là. Oui, Erwan, tu arrêtes tes juste, questions. oui, j'arrête mes questions. Juste pour montrer Des robots et des hommes de Laurence de Villers aux éditions Plomb. Voilà, que c'est sorti l'année dernière. Mais, Qui est sorti cette année, cette en année. mars 2017. Ah, voilà. Et donc, dans l'actualité, très d'actualité, et voilà, et ça permet aussi de comprendre et d'attendre le futur peut-être de façon plus sereine. Voilà. Et il est urgent, c'est très bien ce que vous faites, d'aller plus loin dans la pédagogie des outils qu'on essaie de mettre en œuvre. Il faudrait relayer ça de plus en plus à la télévision, je pense. Il faut qu'on retrouve en fait ces émissions qui expliquent. On est là. Bravo. Bon. Merci beaucoup Laurence de Villers. On va finir avec des poils. On finit toujours avec une vidéo d'animaux mignons et cette semaine, c'est un petit peu une dédicace à notre sujet de la semaine puisque c'est pas un robot mais c'est une créature artificielle qu'on anthropomorphise beaucoup puisqu'on lui a donné un prénom, on lui a donné une petite voix d'enfant, c'est Lucas l'araignée. Hi, my name's Lucas. I have too many eyeballs. I look around with all those eyeballs. Wait. C'est américain ou japonais? C'est américain. Spiderweb? Oh, there it is. Okay, bye. C'est donc une vidéo qui date du 5 novembre 2007, déjà plus de 5 millions de vues sur YouTube. Et ça a été fait par quelqu'un qui s'appelle, je recherche son nom, Josh Slice. Et en fait, quand on regarde sur IMDb, ce monsieur a déjà fait de l'animation sur Zootopie, c'est pas n'importe qui non plus. C'est pour ça que c'est un petit peu bien. Et il dit, c'est un personnage sur lequel je travaille, j'ai tout fait, le design, la modélisation, les effets, la lumière, le rendu. La voix est celle de mon neveu, Lucas. Et donc, cette petite araignée dit, j'ai trop de eyeballs, comment tu traduirais ça? J'ai trop de yeux. J'ai trop d'yeux et je regarde partout avec mes yeux. Attends, elle est où ma toile? Et puis après, ah c'est bon, je l'ai retrouvée. Puis il s'en va. C'est très bien. Donc je crois qu'il y a déjà au moins 3 pétitions pour que ça devienne un Pixar. D'accord. Voilà, merci encore Laurence de Villers, merci Erwan et puis à la prochaine fois. Salut. Ciao.